Merci beaucoup Jacques Tassin, Marc Barra, pour votre participation et vos contributions. On va terminer cette grande après-midi avec notre cher Jacques Rougerie. Merci Jacques de venir sur scène. Merci beaucoup Marc, merci beaucoup Jacques. Philippe Madec est là? Oui, formidable. Merci beaucoup de nous rejoindre. Un duo exceptionnel pour terminer cette grande après-midi. Vous arrivez à l'instant? Bon, c'est gentil. Merci beaucoup d'être là. Merci Jacques. Merci beaucoup de nous rejoindre, ces histoires de ville, de nature, d'urbanisme, d'architecture. Je vais vite vous passer la parole parce que on va vous écouter religieusement, j'allais dire. Je crois qu'on a d'abord mis quelques slides sur vous, Jacques. On a d'abord mis quelques diapos sur vous pour illustrer vos propos, vos chers projets, vos chères images. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes là pour la deuxième fois. Vous étiez venu à Senlis l'année dernière. Merci pour vos mots d'encouragement réguliers et pour votre approche à la fois technique et poétique dans ces affaires de bio-inspiration que vous connaissez depuis longtemps. Je vous passe la parole tout de suite sans question ou sans introduction. Et puis on a une demi-heure, 25 minutes là pour terminer. C'est une petite conversation entre vous. Et après, on terminera autour d'un verre bien mérité. Alain, merci. Merci. Je me rappelle il y a maintenant près de 4 ans quand tu es venu me voir à la Péniche. Et bravo d'avoir eu cette initiative de faire cette exposition, ce débat, donc à Paris. Tu te rappelles, on en avait longuement parlé. Alors, je préférerais que tu montres, s'il te plaît, une autre diapo pour étayer un petit peu cette démarche qui m'a amené. Celle-ci peut-être. Voilà, donc on a entendu énormément... Non, c'est pas celle-là, ça ce sera la dernière, je pense. Voilà. Alors, bon, moi j'ai un petit peu comme Astérix, j'ai été baigné dans ce monde de l'environnement, de la biodiversité, et quand je vois votre logo, ça me rappelle... Certains ne connaissent pas le terme, mais le margouillat. Le margouillat, j'ai passé les 10 premières années de ma vie à Abidjan, dans la forêt, dans la savane, dans les déserts, avec Théodore Monod. J'ai eu cette chance extraordinaire. Donc, il m'a amené voir cette biodiversité. Mon père était un compagnon de route de Théodore Monod. Et il y avait le margouillat, je me rappellerai toujours, au-dessus de mon lit. Donc, et j'étais émerveillé de voir ce petit lézard. Et du coup, j'en ai fait une collection. Parce que ces petits lézards se déplaçaient, sautaient sur les murs et se collaient au plafond. Et surtout, ils avaient la faculté d'absorber les moustiques. Alors, beaucoup plus tard, j'ai observé ce travail extraordinaire que Léonard de Vinci. D'ailleurs, j'ai été très étonné que pendant cette conférence, personne n'a fait allusion au travail extraordinaire de Léonard de Vinci. Et puis, un peu plus tard, quand j'ai commencé mes études d'architecture et que j'ai voulu être architecte, océanographe, participer à cette grande aventure humaine du monde sous-marin qui était en train de naître comme l'aventure spatiale dans les années 60, j'ai eu cette chance extraordinaire de rencontrer un certain nombre de personnages comme Fra Giotto. Alors avec Fra Giotto, j'ai fait un stage d'architecture, de biologie chez lui à Stuttgart. Et on passait des heures extraordinaires avec ses élèves. On avait des grands bacs et on soufflait comme des mômes. Donc on avait des bulles de savon et c'était le démarrage pour nous de la bionique, de l'observation, de la nature et de savoir comment créer des structures gonflables. Après, on avait un laboratoire où on faisait des structures gonflables. Et puis, on avait un étang juste à côté et il y avait plein de libellules. Et Fra Giotto me disait, tiens, viens voir un petit peu comment l'hélicoptère, on a imaginé l'hélicoptère, regarde dans géostationnaire comment se déplace la libellule. Et chemin faisant, l'informatique n'existait pas dans les début des années 70. Et c'est pour ça que je parlais de cette diapositive. Donc, la grande aventure humaine s'ouvrant sous la mer et comment penser pour un architecte terrestre que j'ai été, puisque j'ai fait les Beaux-Arts, des études classiques avec le Grand Prix de Rome et tout. Donc j'étais bien imprégné de ce qu'on a vu tout à l'heure, des pyramides, de tout ce qui était les cariatides et tout, comme ici. Mais
donc je voulais m'orienter sur le monde sous-marin. Et pour moi, comment s'orienter dans le monde sous-marin pour un architecte puisqu'il n'y avait pas de référentiel? Coup de chance extraordinaire. Le rêve, la passion, c'est-à-dire que tout était possible. Et comment étayer cette recherche? Eh bien, vous le voyez là, tout simplement en observant la nature. On ne pouvait pas partir sur une architecture terrestre, un toit de chaume, aussi beau que ce soit, avec une cheminée. Donc, il fallait partir sur d'autres concepts. Tout simplement, ce qu'on dit souvent, sur d'autres paradigmes, d'autres passions. Voilà. Donc, vous avez un exemple. L'informatique n'existait pas, avec Jacques Piccard, donc le père de Bertrand, qui venait juste d'aller au plus profond des océans et qui avait été donc à 11 000 mètres. On avait cette idée merveilleuse il me dit, toi, en tant qu'architecte, essaye de me bâtir un engin d'une nouvelle génération pour aller visiter les abysses. On était en train de découvrir, début des années 70, les abysses. Et là, vous voyez cet engin qui s'inspire d'une méduse. Voilà, donc première démarche, nous avons fait un centre de recherche que tu connais très bien, le Centre d'architecture de la mer. On a échangé pas mal de fois ensemble. Voilà, premier exemple. Alors, bien sûr, ça a développé de nouveaux matériaux en s'inspirant donc d'un certain nombre d'animaux, de carapaces, de coquillages. C'est pour ça que la deuxième diapo que tu avais mis en premier, ça c'est... Voilà. Donc, au niveau de l'architecture terrestre, on a essayé de s'inspirer, de trouver une symbolique, de trouver une bio-inspiration. Et d'ailleurs, c'est à travers Senlis que c'est vrai, moi avant, j'ai employé toujours le mot biomimétisme. Et c'est vrai que tu m'as dit, mais non, c'est surtout la bio-inspiration, Alain, et c'était très vrai. C'est bio-inspiré, comme ici on voit ce projet à Abu Dhabi, donc de cette tour. Et l'avantage de cette tour, c'est donc un système d'exosquelette, donc une structure en périphérie, c'est de trouver justement ce problème d'accélération de ces vents venant du désert, se propageant sur le golfe, donc, et de pouvoir avoir ce vent qui monte le long de l'édifice, et c'est ce qui nous avait inspiré pour créer cette architecture qui s'inspirait elle-même donc de ce coquillage. Et puis le dernier projet, et je passerai la parole à notre ami, qui a beaucoup de choses à nous dire. Voilà, le dernier projet qui me porte en ce moment, en dehors de l'architecture terrestre, parce que quand même, je suis avant tout un architecte terrestre. On vient de réaliser en biomimétisme, en bio-inspiration, Nausicaa, donc le Centre européen de la mer qu'on a inauguré il y a très peu de temps, mais je ne voulais pas vous montrer tous mes tapis. Donc parlons de la mer, qui est ma passion. Donc c'est Sea Orbiter. Là, c'est pareil, mettre un bateau à la verticale, ça paraissait absurde. Je peux vous dire que là, j'ai fait rire tous les architectes navals de la planète. Et pourtant, c'était la bonne idée qu'on a eue avec toujours Jacques Piccard. C'est de mettre comme un hippocampe. Comment l'hippocampe se déplace, donc ce bateau devant se déplacer très lentement dans le Gulf Stream pour étudier justement le climat, entre autres. Et on a observé comment se déplaçait un hippocampe. Et c'est comme ça qu'est né donc ce bateau à la verticale, Sea Orbiter. Voilà donc rapidement les différentes démarches, approches que nous avons dans nos rêves que nous essayons de réaliser, mais on en a réalisé pas mal. Mais oui. Et puis merci beaucoup Jacques Rougeret. Et le mot le plus important, c'est sans doute celui que vous venez de prononcer, c'est le rêve. Comment rêver nos vies et comment s'inspirer de la vie pour développer ces nouveaux rêves. Merci beaucoup Philippe Madec d'être présent avec nous aujourd'hui. De toute façon, on est très heureux de tout le monde parce qu'on n'a que des intervenants passionnants et de référence. Vous me disiez, quand on s'est parlé au téléphone, que la dernière fois que vous étiez ici, à la mairie de Paris, c'est pour une conférence, c'était en 2012, et c'était sur le sujet de la bio-inspiration, de la nature en ville, etc. Mais ça tournait autour du biomimétisme. Il se trouve que, petit clin d'œil, en 2012, c'est aussi l'année où Gilles Boeuf, si je ne dis pas de bêtises, faisait un grand colloque sur le biomimétisme au Muséum national d'histoire naturelle. Et je crois que même avant 2012, vous publiez beaucoup, vous écrivez beaucoup, c'est toujours passionnant, publiez déjà des choses sur cette idée de la nature comme un modèle de nos villes de demain.
Donc voilà, retour à la mairie de Paris en 2018 pour parler de biomimétisme et de ville de demain. Comment est-ce que vous voyez le cheminement et votre cheminement là-dessus, et comment, de votre point de vue, la nature est un bon modèle pour penser nos écosystèmes urbains de demain? Je vous remercie pour cette invitation. Et j'étais dans le public tout à l'heure et j'ai entendu M. Micika avec cette déclaration que j'aimerais entendre dans la bouche de tous les élus. La monoculture du béton, c'est comme le diesel, etc., etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La climatisation individuelle, c'est peut-être une catastrophe qu'il faut réussir à endiguer, puisqu'elle est en train d'arriver. Pour ma part, je suis, comme le disait l'intervenant précédent qui nous a parlé de la santé, je suis évidemment persuadé, même engagé dans cette idée que l'homme est de nature, au même titre que les autres êtres vivants, et que la question posée n'est pas seulement la nature, mais bien le vivant, expression même de la nature, mais qui est au cœur de, on va dire, la relation ou l'interdépendance qui existe entre l'humain et le non-humain. Alors l'humain a cette incroyable capacité à chercher à se dénaturer plus que tout autre, et la ville est une de ces expressions de sa dénaturation, du point de vue de la fabrication du contexte, parce que finalement, le fait que l'on ait envie de se rassembler est l'expression d'une de nos dimensions naturelles qui est notre incomplétude. L'humain n'est pas terminé, l'humain a besoin de l'autre, l'humain disparaît à un moment donné, et finalement la ville répond aussi à cette nécessité que l'homme a de vivre avec l'autre et le bonheur qu'il a de vivre avec l'autre. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les conditions du vivant, c'est-à-dire par exemple la dimension temporelle, devient un outil pour penser l'espace, pour penser la façon dont la ville peut retrouver sa relation à la nature. Ce qu'on appelle la chronotopie, ce qu'on appelle le réengagement dans la durée, le réengagement dans les saisons, les réutilisations, enfin, toutes ces choses-là liées au temps sont des outils qui nous servent à faire en sorte que peut-être les villes redialoguent avec la nature. L'autre dimension est liée à quel est l'outil de dénaturation que nous avons particulièrement utilisé. Et même si la technique est fondamentalement un outil de dialogue que l'homme a inventé justement pour parler avec la nature, le surcroît de techniques et de technologies en ville nous aide à nous dénaturer et à faire en sorte que la ville soit un espace dénaturé. Bien sûr, tout ce qui a été présenté par les autres intervenants sur le retour de la biodiversité, le retour du végétal, toutes ces choses-là sont des outils pour aller un peu plus loin, mais il me semble que ça s'inscrit dans, on va dire, la volonté de guérir la plaie actuelle, mais que ça ne va pas à la racine du problème. Et je pense que s'il n'y a pas, enfin je ne sais pas que je pense, je l'ai entendu déjà avant moi, s'il n'y a pas de changement radical, c'est pas compliqué, on va s'interroger chaque année sur là où on a envie d'aller vivre, peut-être de manière saisonnière, dans les endroits où il n'y aura pas de canicule. Ce changement radical, c'est à la fois dans la façon de concevoir les bâtiments, les villes, etc., mais aussi de l'autre côté, entre guillemets, en tant que citoyen urbain, de les vivre, d'y habiter, de s'y déplacer. Absolument. En fait, vous savez que chaque année, on ne construit que 1% de l'équivalent du bâti existant. C'est en ce sens, et M. Micika avait raison de le dire, que les enjeux de réhabilitation sont très clairement les vrais enjeux de la ville de demain, qui est d'ailleurs la ville d'aujourd'hui. Le Paris durable, c'est le Paris que l'on a sous les yeux ici. Ça signifie qu'effectivement, la jeune génération va, elle, trouver beaucoup d'intérêt à la réhabilitation, et on a besoin qu'elle s'intéresse beaucoup dans cette réhabilitation, qui est d'ailleurs une occasion incroyable d'inventer et d'imaginer peut-être mieux qu'à partir de... C'est pour ça que l'éducation, dont la dame parlait tout à l'heure, est capitale et fondamentale. Le côté éducatif est d'insérer le biomimétisme au cœur même de l'éducation.
C'est un énorme chantier. Il se trouve que et le CBO, c'est un des acteurs qui réfléchit à ça, mais il y a beaucoup de travail à faire en matière de formation et d'éducation au biomimétisme en particulier. Aujourd'hui, les cursus d'enseignement secondaire, ils sont plutôt en Allemagne qu'en France, mais en France, il y a tout un tissu d'écoles et universités qui sont en train de développer des cursus, des débuts de cursus là-dessus. Mais au-delà d'enseigner le biomimétisme, il y a aussi tout simplement cette part, j'ai presque envie de dire, de la vie dans l'école et du végétal dans l'école et de la biologie dans l'école. On a beaucoup de cursus d'ingénieurs, en mathématiques, etc., où la biologie a totalement disparu. Donc on les retrouve après dans les circuits professionnels, et des architectes rebossent avec des biologistes, etc. Mais il y a juste eu une parenthèse de 5 ou 10 ans où entre ces écoles et sa vie d'étudiant dans des écoles d'enseignement supérieur et le début de sa carrière professionnelle, la biologie, le vivant, le végétal, la nature, tout ça est sorti des champs de pédagogie et de formation. Donc formation biomimétiste, oui, mais aussi à la pluridisciplinarité, au retour de la biologie. Et à l'emploi des valeurs de la nature. Aujourd'hui, on est totalement envahi par la technique et de plus en plus. Ce qu'on appelle les lots techniques dans le bâtiment sont passés de grosso modo 10 à 25% du prix du bâtiment. Et du coup, il y a beaucoup plus de pannes et du coup, il y a beaucoup plus d'assurances qui arrivent. Donc, l'obsolescence programmée, ce n'est pas que les téléphones, on l'a aussi dans tous les engins qui sont installés dans les bâtiments. Le retour à la ventilation naturelle, c'est juste le retour à la nature, que la ventilation est naturelle, l'éclairage est naturel. Prendre des décisions et même la ventilation urbaine, ce qu'on appelle l'aérolique, la façon de concevoir la ville à partir des mouvements de l'air et du soleil, c'est une espèce de base qu'il faut juste avoir envie d'appliquer réellement, quoi. Pas juste se dire on va arranger le coup. Il faut changer les choses de ce point de vue-là, et je dois vous dire que ce sont des combats chaque fois pour réussir à faire une vraie ventilation naturelle. L'enjeu, me semble-t-il, dans ce biomimétisme, que je fais beaucoup moins bien que toi du point de vue formel, j'ai toujours trouvé les projets de Jacques d'une beauté infinie. Un autre enjeu du biomimétisme, c'est de s'inspirer des mécanismes profonds de la nature. Et il y en a un qu'avec mes amis Dominique Gozin-Muller et Alain Bornarel, nous avons mis en avant, qui est la frugalité. Donc, nous avons lancé au début de l'année un manifeste qui s'appelle Manifeste pour une frugalité heureuse et créative, qui aujourd'hui rassemble beaucoup de signatures, et surtout chez les jeunes architectes. Parce qu'en fait, cette question de la frugalité, qui demande beaucoup d'invention, tout sauf de la paresse et tout sauf se serrer la ceinture, mais trouver, on va dire, la bonne récolte des fruits de la terre, cette condition-là, qui peut nous amener à vivre différemment la ville, et à concevoir et à faire différemment la ville, correspond beaucoup à ce que les collectifs d'architectes d'aujourd'hui portent en eux. Juste pour, peut-être que ça va faire sourire certains et pas d'autres, mais l'année prochaine, tous ceux qui rentrent en première année des écoles d'architecture et d'ingénieurs sont nés au XXIe siècle. Donc cette condition-là, elle n'a plus rien à voir avec nous qui avons hérité des 30 Glorieuses ou dont les parents ont hérité des 30 Glorieuses. Ces générations-là travaillent sur l'état du monde et sur la possibilité de faire œuvre dans l'état du monde d'aujourd'hui. La frugalité, c'est la nature. Cette manière d'être au monde-là, eh bien, on peut la partager. Et quand Edgar Morin a signé ce manifeste, il nous a gentiment dit « N'oubliez pas que quand il y a recherche de frugalité, il y a toujours fête. » Et donc, nous faisons le pari qu'il y aura des fêtes frugales. Et que peut-être parmi ces fêtes frugales, il y aura la fête du soleil, parce que finalement, le soleil qui va nous foutre plein de canicules, mais ce n'est pas lui qui va nous les donner, les canicules, c'est nous qui avons démoli notre atmosphère. Le soleil, c'est toute l'énergie dont nous avons besoin chaque jour. Peut-être qu'on comprendra ça, quoi. Et que admettre que le soleil vienne jusque-là, c'est bien. L'eau qui nous arrive, et tout à l'heure quelqu'un disait, il pleut tellement en Afrique, on voit l'eau qui tombe, mais on n'a pas d'eau au robinet. Peut-être qu'on fera la fête de l'eau, quoi. Des concours entre les quartiers, à savoir quels sont les quartiers qui recueillent le plus d'eau pendant l'hiver. Et peut-être l'éloge de l'ombre. Finalement, quand l'été arrive, sur la fin de l'automne, concours entre des rues, des quartiers, sur à savoir qui sait faire la meilleure ombre. Parce que bien sûr, l'arbre est idéal. Mais peut-être qu'on ne va pas tout faire avec l'arbre. Et que revenir à des rues ombragées comme à Cuba du début du siècle, comme à Marrakech en ce moment, comme on voit quelques parapluies qui se baladent parfois, ça peut être une manière joyeuse de se réimpliquer dans la question du climat.
Merci beaucoup, je n'ai plus rien à dire. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir effectivement Jacques Rougerie et Michel Madec, Philippe Madec.